Bonjour à tous. Eh oui, c'est déjà le dernier jour de ces rendez-vous étonnants voyageurs. 3 pour le prix de 4 l'année dernière, mais 4 vraiment c'était trop. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vois que vous êtes encore très nombreux. Comment ça, vous ne travaillez pas? Je suis un petit peu surprise. Non, nous sommes très heureux. Nous savons que vous êtes allés partout dans ce festival, partout il y a un monde fou. Alors moi qui suis assise ici du matin jusqu'au soir, je n'en ai que les échos de tous mes collègues, animateurs entre autres, dans tous les autres lieux. Je crois que Patrick, on peut dire qu'on est content de cette édition jusqu'à maintenant. Espérons que la journée va être bonne et qu'on va vous intéresser autant que les autres jours ici au Café Littéraire. On se demande même comment ça va finir, parce que, étant donné que les murs ne sont pas extensibles, il va falloir trouver d'autres murs. Non, nous, on avait demandé, Pascal, Jordana, Michel Abesca et moi, on disait à Michel la semaine dernière de repousser de 8 jours un peu le festival, parce qu'on n'était pas tout à fait prêts. On a quand même beaucoup de livres à lire. On ne sait pas pourquoi, et Michel, il n'a pas voulu. Mais enfin bon, donc on s'est dit, on fait quand même. Alors je voulais saluer, je l'ai dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je voulais saluer Olivier Molin, roi du monde à Saint-Malo, puisque c'est donc lui cette année, après Alain Mambankou l'année dernière, qui a reçu le prix Ouest France Étonnant Voyageur. Nous en sommes très contents. C'est un raconteur d'histoire. Il est venu sur ce plateau hier. Il nous a raconté aussi qu'il était actuellement facteur et non pas postier. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne confond pas les tâches. Et c'est son premier roman. Ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir eu ce prix pour un premier roman. Et c'est un prix, tu connais bien l'histoire, décerné par des jeunes, Patrick. Et puis c'était mon favori, je veux dire, c'était vraiment le... Oui, mais vous n'influencez pas le jury, je crois. Vous Devant, non, mais dessous, oui, on fait du pied. Voilà, alors ce premier plateau... avec du beau monde comme vous pouvez le voir. À côté de moi, Jean Raspail, qui est déjà venu plusieurs fois à Étonnant Voyageur. Nous avons toujours grand plaisir à recevoir. Je vous rappelle qu'il est né dans l'Indre-et-Loire. C'est un voyageur passionné, journaliste, romancier. Il a été récompensé par de nombreux prix littéraires. Et c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui a beaucoup voyagé. Et dans ce livre, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça a commencé très jeune, puisque je crois que vous aviez 23 ans quand vous êtes parti en canot sur les chemins d'Eau-du-Roi. Cette aventure que vous racontez autant d'années après, une aventure en Amérique, un livre paru chez Albin Michel, dont nous allons parler tout à l'heure. Patrick Rénal, donc Patrick il est né à Paris mais il est niçois de cœur et puis en fait il est breton d'origine. Enfin c'est ce qu'il dit en tout cas. Il brouille les pistes comme un auteur de romans, ce qu'il est, ça tombe bien. Il a été directeur de la série noire chez Gallimard jusqu'en 2005 et il continue à nous offrir des auteurs et des livres chez Fayard Noir, Moussa Konaté qu'on va recevoir aujourd'hui entre autres. Moussa, Tito Topin, Romain Slocombe, voilà. Chantal Pelletier. Et quelques autres. Les derniers livres parus, pour ne citer que ceux-là, il y a un premier livre pour la jeunesse, Kidu, chez Syros Jeunesse, qui marche toujours bien, je crois. C'est incroyable, les livres pour la jeunesse, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que comme c'est des générations d'élèves qui les découvrent par leurs profs et les bibliothèques des lycées, ça recommence. Donc on est réinvité pour le même livre, on le rachète. Auteur jeunesse, c'est très bien. Non, oui, je fais la suite là. Ah ça y est, bon d'accord. Et puis autrement les derniers livres, c'est La farce du destin et The Farce of the Destin, les deux, parus aux éditions Les Contrebandiers et écrit en 2004 avec J.B. Puy, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Étonnant Voyageur, qui revienne un de ces jours. Ouais, il est allé à un autre festival très important breton qui s'appelle le Goéland Masqué. Ah. Et puis là, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre Retour noir, paru chez Flammarion. À côté de toi, Patrick Deville. Alors Patrick Deville est directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs à Saint-Nazaire, c'est-à-dire que maintenant, en restant dans sa maison, il voyage beaucoup parce qu'il rencontre plein d'auteurs étrangers, plein de traducteurs, et ça c'est formidable. Il édite, cette Maison des traducteurs édite une revue, Mythe, Mythe, rencontre.
Oui, une revue annuelle, enfin tout ce que cette maison publie est bilingue. Il y a aussi une collection de livres qui s'appelle Les Bilingues, voilà. Poésie. Grand connaisseur de l'Amérique latine, grand voyageur aussi, Patrick. Un peu. Un peu. Plusieurs romans à son actif, dont Pura Vida, La vie et mort de William Walker. On en avait parlé, et c'était ici, il me semble, hein, Patrick. Il y a 2 ans, oui. Voilà, paru au Seuil en 2004. Et puis celui dont nous allons parler aujourd'hui, La tentation des armes à feu, paru aux éditions du Seuil. Et puis Jean Rouault. Alors, Jean, voilà, son dernier livre, pèse lourd, L'imitation du bonheur, paru aux éditions Gallimard. Il faut se rappeler que Jean, il est né pas très loin d'ici, en fait, hein, dans une petite ville. Est-ce que c'est dans cette petite ville que tu es retourné vivre maintenant, à côté de Nantes, Jean ? Oui, c'est à Cambon, entre Nantes et Saint-Nazaire, dans la maison natale, qui était libre depuis 6-7 ans. Et la vraie réponse à la demande de Maître qui voulait repousser de 8 jours le festival Étonnant Voyageur, c'est que c'est impossible parce que dans 8 jours, on crée les rencontres de la Ducheraie à Cambon et Le Brie sera là, et Molin, et Valérie Zenati, etc. Donc il était hors de question de repousser. Voilà. Mais donc c'est bien parce qu'on peut continuer, on peut retourner. Vous allez aller la semaine prochaine alors, hein, vous prenez rendez-vous, ça se passe exactement où, Jean ? Oui, mais enfin, si les remparts Saint-Malo sont à l'étroit, le périmètre de la Ducheraie, du coup, je crains qu'il n'explose, là. Alors, Jean a été journaliste à Nantes, puis libraire à Paris, avant de devenir kiosquier et écrivain. Hein, ça, vous le savez tous, prix Goncourt pour les chants d'honneur, traduit en 25 langues. Et puis les livres suivants, autant de souvenirs familiaux. Et puis, l'imitation du bonheur fait suite à l'invention de l'auteur. L'imitation du bonheur, l'invention de l'auteur. Je trouvais ça marrant. C'est presque permutatoire, on peut presque faire l'invention du bonheur et l'imitation de l'auteur. C'était, en fait, il y a un premier qui s'appelle La désincarnation, dont le titre initial était La désincarnation du monde, donc c'était comme un triptyque. Et c'était une espèce de mise sur orbite du roman de fiction qui arrive avec l'imitation du bonheur. Voilà, alors on va parler de tout ça tous ensemble et on va peut-être commencer avec Jean Raspail, que je suis heureuse de recevoir. Alors je reçois ce matin celui qui fut un mangeur de lard, puis un vieux canotier, celui qui pendant 200 jours a avironné sur 2837 miles ou 4565 kilomètres et qui, 55 ans, 6 mois et 13 jours après, décide de raconter l'histoire de cette aventure qui a eu lieu en 1949. Eh bien, dites donc, vous en avez mis du temps avant de la raconter, cette histoire. C'est pas compliqué. En revenant de ce voyage en canoë, j'étais parti là-bas parce qu'il fallait donc utiliser ma jeunesse. Et puis j'avais écrit un roman de jeunesse qui avait été refusé par tous les éditeurs. Et donc, horriblement vexé, je m'étais dit que j'étais incapable d'écrire, conviction renforcée par le jugement de quelques académiciens amis de mon père sur ce livre, qui était d'ailleurs très mauvais et impubliable. Ce qui fait qu'en revenant de ce voyage en canoë, j'ai écrit quelques articles de journaux, mais je n'ai pas écrit de livre parce que j'imaginais, c'est peut-être vrai d'ailleurs, que j'étais incapable d'écrire un livre. Et alors j'ai oublié ce voyage, et il y a peu de temps... En 2004 exactement, dans mon dernier déménagement, j'ai beaucoup déménagé, et d'une vieille cantine rouillée d'un fond de cave, et sont ressorties quelques casseroles couvertes de feu, de cendres, de foyer, etc. Et puis le journal de bord, et que je tenais tous les soirs, qui n'était pas littéraire du tout, c'était simplement des faits, des heures, des climats, des difficultés, etc. J'écrivais ça le soir parce qu'on était très fatigués, donc c'était rapide, c'était bref. Il y avait encore des chiures de moustiques, il y avait des taches avec mon sang, parce qu'il y avait des moustiques partout, on passait son temps à se taper dessus pour les écraser. Il y avait des taches d'huile, de l'eau, l'humidité, etc. Et la mémoire, qui ne m'avait pas quitté quand même, est revenue avec ça, et je me suis dit, comme
j'imagine, je pense que c'est la plus belle aventure de ma vie parce que c'est peut-être la première et la plus désintéressée. C'est pour ça que j'ai écrit ça, comme vous avez dit, si longtemps après. Alors, en fait, cet itinéraire, il s'est fait sur les traces d'une robe noire. Oui, alors il s'agit l'équipe donc, l'équipe comprenait 4 garçons issus du scoutisme, je m'empresse de le dire, c'était important comme formation, de 22 et 23 ans, 2 canoës, 2 canotes, comme on dit là-bas, de 5 mètres de longueur, du matériel, voilà. Il faut, en 1 minute, pas plus, essayer de vous représenter ce qu'était l'Amérique française. Je ne parle pas du petit Québec, pour lequel nous avons tant d'amitié. Mais l'Amérique française, c'était plus de la moitié des États-Unis actuels. C'était 26 États à peu près des États-Unis actuels. Ça englobait tous les grands lacs, toute la vallée du Mississippi, le bassin du Mississippi des 2 côtés. La Nouvelle-Angleterre était une toute petite colonie là-bas sur la côte atlantique et ça s'en allait jusqu'aux montagnes rocheuses. Ça a été découvert par des Français. Et il y avait en effet des robes noires, comme le père Marquette. Il y avait des explorateurs du roi, comme Cavelier de la Salle. Et il y avait des coureurs de bois ou des trafiquants de la fourrure, des tas de quantités de gens comme ça, et qui prenaient tous le même itinéraire en partant depuis Montréal ou Québec, etc., et qui s'en allaient en canot, parce que jusqu'en 1840, et l'introduction de la vapeur, etc., il n'y avait pas d'autres moyens de transport sur ces immenses distances. Tout se faisait par les rivières et les lacs. C'est ainsi que, prenant le chemin de ces explorateurs, exactement le même, nous sommes partis de Trois-Rivières entre Québec et Montréal en mai 1949, et nous sommes arrivés à la Nouvelle-Orléans le 10 décembre. Et vous racontez ça c'est vraiment une aventure à laquelle on a l'impression de participer. Et il y a des choses assez drôles. Par exemple, quand vous parlez à la page 13 du sponsoring qui n'existait pas encore, mais ça a presque failli se faire parce qu'on n'a oui, on n'était pas formé à ça. Le sponsor, d'abord, le mot n'existait même pas. Je veux dire, il n'était pas parvenu jusqu'en France. Et les jeunes gens qui partaient vraiment avec le minimum de moyens, vraiment. Et sans aucun goût de quoi que ce soit, indépendamment de l'aventure elle-même. Mais quand on est parti de Trois-Rivières, on était déjà célèbre parce qu'on s'appelait l'équipe Marquette, et quand même ça avait eu un retentissement avant même qu'on ait donné le premier coup d'aviron. Et le Geographic Magazine a envoyé un de ses responsables pour nous rencontrer à Trois-Rivières le jour du départ et nous offrait un pont d'or, je ne me souviens plus du chiffre, quelque chose d'extravagant à l'époque, du genre de $5 000, et à condition que dans mon canot, pendant tout le voyage, je m'habille d'une soutane noire comme le père Marquette, que mon compagnon Philippe Andrieux dans mon canot s'habille comme Cavelier de la Salle avec en tenue de Louis XIV, et que les 2 autres de mes compagnons dans l'autre canot s'habillent dans le genre de coureur de bois, Davy Crockett avec une... Alors, on a refusé, on a fait ce voyage sans quasiment d'argent. Vous avez parlé de lard tout à l'heure, mangeur de lard, oui, c'est ça qu'on faisait, on mangeait du riz au lard et on les numérotait exactement comme les canards au sang à la Tour d'Argent, vous savez. Les riz au lard numéro 248, etc., etc., etc. Voilà. Mais mangeur de lard et vieux canotier, ça avait une signification. Ça avait un sens. Aussi. Le mangeur de lard, c'était le jeune voyageur, c'est comme ça que ça s'appelait, le voyageur. C'était le type qui s'engageait comme avironneur, pagayeur sur les canots. Et quand il avait une certaine expérience, il devenait vieux canotier ou voyageur, qui était un terme quasiment noble. Voyageur avec un grand V, voilà. C'était une corporation extraordinaire. Mais il fallait quand même être très sportif pour réaliser... Oui, je pense qu'on était des sportifs de haut niveau, voyez-vous. Oui, on n'avait pas cherché ça. J'ai calculé que, à raison de 26 coups de paillet ou d'aviron par minute, pendant 10 heures par jour et 200 jours, j'ai calculé que ça faisait plus de 2,5 millions de coups d'aviron. Et mon homme d'avant, Philippe Andrieux, qui est mort depuis longtemps, était gaucher. Moi, je suis droitier. Ce qui fait qu'on n'a jamais changé de bord
pour se reposer, parce qu'on perdait 30 ou 40% de vitesse, de gaucher. Donc on n'a toujours pagayé du même côté. Et moi, j'en ai gardé pendant très longtemps une sorte d'hypertrophie de l'épaule gauche, parce que voilà, ça marchait comme ça. Alors, quand on se replonge autant d'années après, comme ça, dans une aventure comme celle-ci, quels sont les souvenirs les plus... Bon, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on enjolive un petit peu l'histoire Je ne pense pas, je vais vous dire. Il n'y a pas besoin d'enjoliver parce qu'il y a quand même eu pas mal d'aventures. On a quand même risqué sa peau plusieurs fois. Enfin, on remonte 800 km de rapide sur la rivière Ottawa, avec des portages très difficiles. Après, on en descend 300 sur la French River. Bon, donc, il y a des risques. Maintenant, il y a quand même quelque chose, c'est que 4 types de 22-23 ans, rien ne résiste. Puis l'entraînement vient très vite, oui. Alors, on ne va pas raconter toute l'aventure parce que ce serait beaucoup trop long, mais dites-nous par exemple des petites choses. C'est quoi la cordelle? Oui, ça je demande tout. C'est quoi la cordelle? Ah, la cordelle, eh bien, c'est quand on ne peut pas remonter un rapide en étant dans le canot et en pagayant, c'est pas possible. Alors, c'est tout simple, on se met à l'eau, hein, et on tire la cordelle, qui est une sorte de corde, et on remorque ces canots. C'est un halage, mais pas depuis le bord depuis la rive et depuis la rivière elle-même. C'est un sport extrêmement violent, qui a quelques risques d'ailleurs, parce que si on trébuche, et si on risque d'être emporté, le canot, la cordelle et les types, voilà. Alors, il y a aussi des ennemis auxquels moi je n'aurais absolument pas pensé, mais qui vous ont vraiment chagriné. Vous nous en avez parlé, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure. C'était l'ennemi volant. Enfin, les ennemis volants, parce qu'ils étaient de plusieurs sortes. Ça a été la plaie de tous ces explorateurs au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avant qu'on ait trouvé une sorte de parade. C'est les moustiques canadiens. Il y a le maringouin qui est un moustique normal, mais il est beaucoup plus gros. Il y a le brûlot qui est quelque chose de très amusant, qui fait un tunnel dans la chair et qui se nourrit et il meurt dedans. Alors on a des brûlures épouvantables. Bon, il y a la mouche noire qui est pas mal non plus. C'est un genre de bombardier. Ça vous arrive, pique, et ça enlève un petit bout de chair et ça s'en va. Et puis il y a le pique-la-mort, c'est un combiné de tout ça. Et on est environné par des milliers de moustiques. Alors, la seule solution, c'est la fumée le soir, comme faisaient les Indiens, ou s'enduire de graisse animale. On avait inventé quelque chose d'un peu mieux, qui pue abominablement, mais qui, quand même, dans la journée, nous protégeait de ça. Les frappes d'abord, c'était les mouches noires, c'est ça? Les frappes d'abord, oui, c'est la mouche noire, c'est ça. Vous connaissez ça? Oui, j'étais attaqué aussi par des mouches noires. On se baladait en bagnole au Québec, on avait trouvé un charmant petit endroit au bord d'une rivière, on s'est dit c'est formidable. On a ouvert la porte, on est resté à peu près 5 minutes dehors, et elles sont arrivées comme ça. C'est des escadrilles, c'est des nuées. Exactement. C'est fou. Et ils ont un système de communication terrible, ils nous ont repérés, mais en 2-3 minutes. C'est fou. Alors ici, parmi toutes les aventures qui vous sont arrivées pendant ce voyage, il y a eu aussi des... Alors, on peut dire quand même que vous avez été toujours soutenu par par la population, les villes qu'on traversait, les organisations de jeunesse, etc. Oui, ça c'est vrai. On était très bien reçus avec des blagues quelquefois. Je me souviens d'une ville qui s'appelait Quincy, c'est sur le bord du Mississippi. On arrive... On était très connus à ce moment-là, on arrivait à la fin du voyage. Il y avait tout le pays qui nous attendait, et il y avait le shérif et la police. On débarque des canots et sans explication, ils nous collent les menottes au poignet et nous emmènent directement au tribunal sans répondre à nos questions. On était un peu embêtés, mais enfin, bon. Alors, on arrive au tribunal, il y avait le juge, etc. On nous avait donné un avocat d'office, on nous a accusés, et le maire était là, on nous a accusés d'être entré aux États-Unis sans visa, ce qui était vrai parce que personne ne l'avait jamais demandé. On nous a accusés d'avoir transgressé les règlements de navigation, etc., etc., etc. Et au bout du compte, on a été condamné à passer 3 jours dans le meilleur hôtel de la ville aux frais de la municipalité. Eh bien, cette sorte de jeu des autorités de Quincy, le juge était le vrai juge, le shérif était le vrai shérif. Tout ça, tous ces gens-là jouaient un rôle. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Il faut dire que de ce temps-là, c'est loin quand même, hein, dans ces villes-là, en 1949, ils n'avaient pas vu un seul Français de leur vie.
sauf ceux qui étaient venus faire la guerre chez nous. Ils n'avaient jamais entendu parler français, la musique de la langue française. Donc on était très bien accueillis, et je dois dire que le crédit de la France était encore intact à ce moment-là. Et à chaque fois que vous deviez intervenir, justement, on vous demandait de le faire en français, Oui, parce que oui. les gens avaient envie d'entendre la musique. Il fallait qu'on fasse nos petits speeches en français, même s'ils ne comprenaient pas. On avait l'un de nous qui traduisait après, parce que c'est ça qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient l'entendre en français. Je ne sais pas si ça arriverait maintenant, moi, encore, cette affaire-là. Monsieur Raspail, vous êtes drôlement fort, parce que vous avez même battu des Indiens. Vous avez fait une course de canotte avec des Indiens, et vous avez gagné. Pour gagner $100. Et vous vous êtes pas vanté, c'est vrai de vrai. Oui, non, c'est vrai, sur les Algonquins, sur le bord du lac Huron. Et c'était leur fête, et il y avait une course, et il y avait $100 à gagner, on n'avait plus rien, on s'est engagé là. Et je dois dire que pendant les 2 premières heures de cette course, on a été distancés de plusieurs centaines de mètres. Ils avaient une technique absolument supérieure à la nôtre, ils faisaient ça depuis des générations. Et puis peu à peu, on les a rattrapés. Parce qu'ils n'étaient plus entraînés du tout, c'était tous des types qui travaillaient à la construction du barrage voisin. En fait, les Indiens, c'était devenus nous. Et eux, c'était des civilisés. Donc, on les a eus à l'endurance et on a gagné. J'étais un peu triste, d'ailleurs. Je trouvais que c'était pas juste. Enfin, on avait besoin de $100. Voilà, une superbe aventure. Est-ce que ça a été déterminant pour le reste de votre vie, ce voyage et cette aventure? Oui. Parce qu'après, j'ai préparé d'autres voyages tout de suite. Et après, les livres s'en sont mêlés. Et puis après, je suis passé de la littérature de voyage au roman, etc. Et bon, j'ai enchaîné tout ça. Vous êtes parti de nouveau, d'ailleurs, avec votre compagnon Andrieux. Oui, tout de pour suite faire après. Terre de Feu Alaska, c'est ça. Mais c'était en automobile cette fois. Ah, c'est une histoire extraordinaire, voilà. Vous pouvez intervenir, bien sûr, sur la suite du plateau si vous en avez envie. On va passer d'un Jean à l'autre. On a 2 Jean et 2 Patrick. On va faire la rencontre comme ça. Le plateau s'appelle Fou d'Amérique, mais chez Jean Rouault, il faut chercher l'Amérique dans les parenthèses, dans les digressions, parce que on n'est pas non plus en Amérique tout de suite. Ça se passe en juin 1871 et c'est le voyage que fait une jeune dame, Constance Monastier, du Puy à un petit village de Lozère pendant 3 jours en diligence. Mais ce mot de diligence, tout de suite, Jean Rouault vous fait penser aux diligences, et c'est là qu'on est déjà dans le Far West, de Buffalo Bill, et c'est une des premières digressions de ce livre qui comporte que ça en fait. Je crois qu'à partir de la 500e page, ça s'arrange. Mais voilà, jusque-là, je m'autorise à peu près tout. Mais donc je m'adresse à cette héroïne-là et je lui dis que son histoire, là, telle qu'elle est, d'où l'on est aujourd'hui, c'est absolument impossible quasiment à raconter. Et au moment où elle embarque dans la diligence, je dis que par exemple la diligence pour nous aujourd'hui, ça nous renvoie automatiquement à Stagecoach et au film de John Ford. Et que donc une diligence pour nous, c'est forcément des chevaux emballés, John Wayne sur le toit et 300 apaches derrière. Donc donc je lui explique en quoi c'est difficile à raconter pour nous un voyage en diligence dans la seconde moitié du 19e siècle. Et comme je lui dis que ça nous évoque le cinéma, que le cinéma n'est pas encore inventé, donc je suis obligé de lui raconter la naissance du cinéma. Comment s'invente le cinéma? Et c'est... donc évidemment, je m'étais un peu renseigné. Et ce qui est étonnant, c'est que donc, le cinéma, donc la première séance officielle là, au Grand Café en 28 décembre 95, et en fait suivi d'autres séances un peu partout dans le monde, parce que le cinéma s'invente dans 10 endroits en même temps. Les frères Lumière, ils ont juste inventé un petit système pour faire défiler la pellicule, mais pas plus que ça, ce sont des ouvriers de la dernière heure. Et le cinéma s'était aussi développé aux États-Unis, avec notamment Edison et son équipe. Et en janvier 96, il y avait donc déjà des projections aux États-Unis de petits films. Et parmi ces petits films, on pouvait voir... les Indiens dans la prairie, la loi du Lynch, le train dans la prairie, enfin, c'est-à-dire que dès l'invention du cinéma,
le cinéma invente le western. Oui, c'est tout de suite l'imaginaire du western. C'est tout de suite les grands espaces et le mouvement. Et le premier film, le premier western, c'est en 1903, c'est l'attaque de The Great Robbery, c'est l'attaque du train. Et c'est-à-dire que dès le début, le cinéma, à la limite, le cinéma est inventé uniquement pour inventer le western, quoi. Il y a quelque chose qui colle tout de suite. Et ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que ces grandes chevauchées comme ça, elles avaient disparu pour raison de modernité. Et puis, et aussi parce que le roman avait inventé autre chose, avait décidé de se ranger du côté de la science, et donc le roman naturaliste avait évacué ce roman feuilleton, ce roman picaresque, ce roman d'aventure, où effectivement on trouvait ces grands chevauchés, ces types qui s'accrochaient à un lustre pour traverser un salon et qui étaient capables de sauter du 2e étage sur un cheval, apparemment sans dommage. Et donc tout ça disparaît, cette littérature-là disparaît dans les années 80, puisque Zola donc décrète la mort de l'imagination. Vous en voulez beaucoup à Zola, apparemment. En tant que théoricien, mais c'est un symptôme dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on voit que toute l'époque est complètement portée par l'idée de progrès et par le positivisme, et que la littérature, avec ses histoires à la noix, là, avec cette langue qui échappe au quotidien, c'est-à-dire le lyrisme, et évidemment ne participe pas à cette rigueur scientifique. Donc Zola demande à ce que les romanciers de son temps écrivent des romans qui soient comme des effets de miroir pour la société. Par exemple, il est venu à Saint-Malo au moment de l'inauguration de la statue de Chateaubriand, c'était en 67 ou un truc comme ça, 1867, ou 68, puisque c'était peut-être 20 ans après la mort de Chateau. Et il y a un texte absolument délirant, où il explique qu'au fond, Chateaubriand, c'est pas grand-chose, et que s'il y avait eu un écrivain de sa trempe, un écrivain naturaliste, en 10 pages, il ruinait toute l'œuvre de Chateaubriand, puisque Chateaubriand, c'est évidemment l'exact contraire de l'écrivain naturaliste, puisque d'abord il magouille, il ment, il raconte des histoires, il se met en scène, il travestit la réalité, il s'enroule dans des grandes phrases comme ça qui enivrent, hein. Donc il y a une espèce d'ivresse de la langue chez Chateaubriand, qui est évidemment condamnée chez Zola, puisque Zola demande à ce que la langue soit au service de la vérité. S'il y a de la poésie, c'est en plus, mais ce qui prime, c'est cette langue-là. Et donc le roman feuilleton donc disparaît, cette littérature-là, et on se demande où elle passe. Ben, c'est simple, elle attend qu'on invente le cinéma, et aussitôt qu'on invente le cinéma, paf, on retrouve les grandes chevauchées, on retrouve les 3 mousquetaires, enfin toute cette littérature-là, voilà, va faire le cinéma des 50 premières années du cinéma américain. Les toutes premières tentatives de cinéma, c'est des tentatives de restitution du réel, l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat, la sortie d'usines des Frères Lumière, mais très très vite ça s'estompe et on se lasse du réel, oui, et le cinéma laisse la place à l'imaginaire. Voilà, c'est la même chose que pour le roman, c'est-à-dire que le roman s'épuise à singer le réel en permanence, et à un moment il y a un besoin de créer Étonnant Voyageur pour ramener justement de la fiction. C'est ce qui se passe. Mais oui, ce que j'aime beaucoup, au début, d'abord, il y a une citation de Stevenson pour commencer le livre. Il est plus honnête de confesser immédiatement à quel point je suis peu accessible au désir d'exactitude. Et puis cette manière que tu as de t'adresser finalement à ton héroïne au départ du livre et à nous autres par la même occasion, de nous inviter à prendre place à bord de ton train de chenilles. Tu fais référence là aux chenilles processionnaires.
Voilà. Et puis cette manière que tu as de dire aussi à ton héroïne, vous allez m'aider, hein. Par exemple, vous n'allez pas changer de tenue parce que sinon, par exemple, en ne changeant pas de tenue vestimentaire comme de chemise qui m'obligerait chaque fois à reprendre mes laborieuses descriptions sur le reflet moiré d'un tissu, le plissé d'une robe, l'entrelac de dentelle, en ne multipliant pas les aventures sentimentales avec les ruptures inévitables et les scènes pénibles qu'elles impliquent, etc., etc. Mais il y a une érudition folle chez Jean Rouault. Il y a énormément de choses parce que pour apprendre tout ça à son héroïne Constance, pour lui expliquer ce qui se déroule autour d'elle, qu'elle n'a pas forcément, qu'elle ne connaît pas forcément, la commune, la découverte de Troyes, enfin ce qu'on imagine être la ville de Troyes par Schliemann quelques mois auparavant, la naissance de Proust quelques semaines après, tout ça rentre dans le roman. Tout ça fait partie du roman, mais c'est presque un retour aux traditions finalement, parce que l'invention du roman, il y avait l'invention de l'auteur dont on a parlé tout à l'heure, des gens comme Diderot ou en Angleterre comme Styron inventent ce roman avec ses digressions et avec l'intervention de l'auteur qui chamboule tout sans arrêt. Voilà, ça c'est... Le roman réaliste avait posé comme principe que l'auteur n'intervient pas dans son texte. Hein, c'est le mot de Flaubert, l'auteur est comme Dieu, c'est-à-dire partout et invisible. Et donc on a l'impression que le roman a toujours été ça, alors qu'il suffit de remonter au XVIIIe siècle et au XVIIe, et on tombe sur évidemment ceux que vous avez cités, puis il y a aussi Sterne avec Tristram Shandy, qui est un roman complètement fou. Et vous avez cette espèce de splendeur de Don Quichotte avec le roman dans le roman, où Cervantes s'amuse avec tous les niveaux de narration et d'implication. À la fin, on ne sait plus qui parle. Enfin, c'est extraordinaire. La deuxième partie de Don Quichotte, c'est à rendre fou. Et donc c'est aussi une tradition du roman qui a été évacuée effectivement par le roman réaliste. Voilà. Peut-être demander à Jean Raspail, à Patrick Deville et à Patrick Reynal ce qu'ils pensent de ce que dit Jean là, à propos du roman, de la fiction, du réel. Je crois que l'invention doit être totale, de toute façon, dans le roman. Mais, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que, je vais vous dire, moi, j'ai pas de théorie. Je comprends qu'on en ait, bien entendu, mais je n'en ai aucune. Alors, c'est le genre de questions devant lesquelles, en général, je me trouve sec parce que je n'ai jamais réfléchi à ça. Je n'ai jamais réfléchi de ma vie à ce que c'est la construction d'un roman, etc. Moi, je crois que c'est une pelote de ficelle dont on trouve le bout et on tire. Alors, si on a de l'inspiration, ça vient très bien. Sinon, la ficelle casse et on n'a qu'à passer à autre chose. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus, très modestement. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick ? Moi, je suis j'ose même pas me dire romancier. Moi, je suis un raconteur d'histoires. J'ai toujours aimé les histoires. J'ai toujours aimé qu'on m'en raconte. Je suis peut-être un petit peu plus un théoricien, puisque j'ai fait des études à l'époque, des théoriciens du roman, je veux dire. Mais il faut qu'on m'attrape et qu'on me surprenne. C'est tout. Et je peux être aussi bien attrapé par Zola que par Alexandre Dumas et par Jean Rouleau qu'Olivier Mohin. Enfin, je veux dire, il suffit qu'on m'attrape. Et je suis un excellent lecteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a attrapé, c'est fini, ça va jusqu'au bout. Oui, c'est vrai qu'on est attrapé là. C'est pas du tout un livre de théoricien, hein, justement. C'est ça l'avantage, c'est que on prend vraiment un grand plaisir à suivre non pas une histoire, mais des tas d'histoires. C'est-à-dire qu'il y en a effectivement une qui est cette rencontre entre Constance et Octave. Il y a un arrière-plan historique qui est essentiel parce que c'est pour ça que la rencontre se fait. Et puis c'est presque un cheval de bataille pour Jean Rouault, qui est de raconter ce qui s'est vraiment passé pendant la Commune. Et ça, on est pris tout le temps, malgré toutes ces digressions, qui sont elles aussi des histoires qu'on a envie de poursuivre aussi. Comme vous rappeliez que le sujet c'était Fou d'Amérique, c'était par exemple au moment de la Commune de Paris, on aime bien dénoncer les Américains qui dans ces années-là qui marquent la fin des guerres indiennes et qui vont procéder à quelques ratissages sauvages parmi les camps indiens, style Custer à la rivière Washita, etc. Et or, il faut savoir que les généraux français de la même époque faisaient la même chose en Algérie, et quand on leur a proposé de réduire la poche parisienne, Thiers a demandé à Bismarck qu'il libère 40 000 soldats.
pour recomposer l'armée française. Et c'est l'armée française avec ses généraux qui ont investi Paris et tout l'est de Paris, Belleville, et avec un final somptueux, puisque c'est entre 30 000 ou 40 000 victimes passées à la mitrailleuse, parce que ça allait beaucoup plus vite. Donc on était très content d'utiliser un armement moderne. Le progrès, là, on voit que ça valait quelque chose. Et c'est aussi donc ces généraux qui, comme Gallifet, qui, quand les colonnes de prisonniers marchaient sur Versailles, tiraient systématiquement les hommes à cheveux blancs et les achevaient sur le champ, comme ça, parce qu'ils étaient pour lui susceptibles d'avoir déjà fait la révolution de 48, qui avait été pour lui un affront. Donc c'est voilà, les généraux français étaient aussi stupides et cruels que Custer en même temps de l'autre côté de l'Atlantique. Un bon communard est un communard mort. C'était ça le principe. Voilà, c'est ça. Alors, vous continuez la rencontre avec Jean dans ce livre copieux que vous lirez à petit, voilà, comme il fait avancer son train de chenilles. Ouais. Alors, juste pour terminer, il y a une histoire à l'intérieur de l'histoire qui est celle d'Isabella Bird, qui est cette petite Anglaise qui... je dis petite parce qu'elle faisait 1m50, elle était tellement petite qu'elle voyageait avec un petit escabeau pour monter sur son cheval. Et qui, donc, fille de pasteur presbytérien du Yorkshire, comme ça, donc, a priori, bien moins entraînée que Jean Raspail pour affronter les solitudes rocheuses. Et elle part seule avec juste son costume hawaïen, son petit cheval Birdie à travers les rocheuses, où elle rencontre justement les derniers desperados, c'est-à-dire ceux qui vont aussi nourrir le western. Ils vont quasiment sauter à pieds joints des montagnes rocheuses dans les premiers westerns. Et c'est une histoire qu'on trouve dans la collection Payot, la petite bibliothèque Payot. Et là, c'est une splendeur, ça s'appelle une Anglaise au Far West, le titre, ou une Anglaise dans les Rocheuses, enfin bon, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est une invitation aussi à découvrir les Rocheuses à travers le regard d'Isabella. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Bon, merci pour ce conseil de lecture, Jean. Alors, Patrick Rénal, tu as signé un livre en 2001 qui s'intitulait Corbucci. Et puis voilà que l'on retrouve Corbucci cette année dans ce livre Retour au noir. Corbucci qui est un détective dans la soixantaine. Je ne sais pas, physiquement, moi je le vois un peu grand, assez costaud, assez dégarni. Je sais pas, il me fait penser à quelqu'un, je vois pas très bien à qui. Pas du tout, c'est un très joli garçon, très mince, avec beaucoup de cheveux et un charme... plutôt slave, Corbucci, non pas slave, il a un charme, il a un charme méditerranéen, ouais. Et pas du tout breton, il ressemble pas du tout à un menhir chauve. En fait, c'est un très joli garçon. En fait. Enfin, là, il a 60 ans, donc il est un peu moins joli qu'avant, mais il était très joli quand je l'ai connu. Alors, d'abord le titre, Retour au noir, Patrick. Le titre, je le dois à Jean-Luc Fromental, parce que mon éditeur me pressait de trouver un titre que je ne trouvais pas, comme souvent. Et Jean-Luc me dit, mais de quoi ça parle? Jean-Luc me dit, qu'est-ce que tu avais comme idée quand tu as commencé à l'écrire? Et j'ai dit, mais j'avais envie de revenir au noir après Aix, j'avais envie de revenir au roman noir. Et il m'a dit, Retour au noir. J'ai dit, oui, c'est bien, il s'appelle Retour au noir. Voilà. Alors on retrouve, évidemment, dès le début du livre, il y a un cadavre. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est quand même important parce que, Mais j'ai pas fait exprès, en fait, parce que il y a une... Oui, vas-y, continue. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai pas tout à fait exprès, parce qu'il y a une contrainte oulipienne dans ce livre, qu'on dira peut-être après, et ma contrainte oulipienne me condamnait à un cadavre, c'est-à-dire que j'avais décidé, comme hommage à Chandler, de faire un roman dont chaque première phrase de chaque chapitre commencerait par la phrase correspondante de The Long Goodbye de Chandler. Donc en fait, j'ai été guidé dans l'écriture de ce roman par les premières phrases de Chandler et donc par les personnages de Chandler. Et comme ça commence quasiment par un cadavre, j'étais avec un cadavre. Et je mets 53 chapitres pour expliquer ce qu'il fait là. Voilà. Oui. Voilà. Ce qu'il fait là,
D'abord, est-il vraiment mort? De quoi n'est-il pas est-il mort? De quoi est-il mort. mort? C'est une chanson, ça? Non, mais on pourrait. Et il faut dire qu'évidemment, quand j'écris les premières lignes, je ne sais absolument pas ce qui va suivre. Donc je me pose les questions aussi. Vraiment? Ah non, j'ai aucune idée. Je n'ai absolument... Alors, particulièrement dans celui-là, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va suivre. Alors, à mesure que les histoires se compliquent, que l'histoire se complique, je suis obligé d'essayer de la rendre un petit peu cohérente. Mais autrement, non, j'ai pas d'idée. Alors, notre... Je ne sais pas ce qui va se passer après. Ça c'est bon, ça c'est bien. En Voilà. somme, on écrit de la même façon. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Voilà. Voilà. Alors après, il faut visser un peu. Quoi. Oui, il y a des écrivains qui font des plans, je trouve ça toujours incroyable. Ah oui, Ils font des plans gigantesques. Oui. Ce qui fait qu'ils s'ennuient à écrire leur livre, parce qu'ils savent déjà ce qui va se passer. Voilà. Pas drôle du tout. Et moi, je suis un peu comme au cinéma. Alors, un cinéma très long, parce que celui-là, il a duré 2 ans, la séance. Mais j'attends ce qui va se passer. Donc Corbucci, c'est un détective, il vit à Nice, et il adore rechercher les épouses disparues, et il dit ceci: j'adore donc rechercher les épouses disparues, elles ont beau croire qu'elles partent toutes pour des raisons différentes, c'est toujours la vieille même histoire qu'elles racontent. Des fois je me dis que quand j'en aurais marre de muser les grolles à leur courir après, je pourrais me mettre à rédiger mon fameux manuel du mariage, ou comment rester seul avec les femmes des autres. Voilà. Oui, mais ce qui prouve justement que je ne suis pas Corbucci. Parce que... Arlette est là. Arlette est là. Arlette est là dans la salle. Voilà. Eh oui. Et je suis marié depuis 36 ans. Et voilà. Donc, encore une fois, place à l'imagination. Alors, je voudrais quand même que tu nous présentes ce personnage qui est mort dès le début, Jim Logan, et qui a une importance énorme dans ce livre, en fait. Alors, Jim Logan, c'est... je m'adresse là vraiment aux spécialistes de Chandler. Jim Logan, c'est le cousin germain de Terry Lennox, qui est le deuxième personnage dans The Long Goodbye de Chandler. Et pourquoi j'aime ce roman? Parce que c'est la première fois que Marlowe tombe amoureux, mais qui tombe vraiment amoureux, au point d'oublier sa déontologie et de laisser filer Terry Lennox, qui quand même est coupable d'un meurtre. Et il tombe amoureux, mais il tombe amoureux d'un homme, ce qui est quand même extraordinaire, chez quelqu'un qui est un petit peu le parangon du détective privé, et donc du tombeur de femmes. En fait, il tombe profondément amoureux de Terry Lennox, et j'avais envie d'écrire cette histoire, mais que Chandler n'a pas écrit. Donc j'ai pris mon Corbucci, qui était un détective niçois, et j'ai cherché son Terry Lennox, et j'ai imaginé ce jeune Américain qu'il rencontre au cours de son premier voyage aux États-Unis, qui s'appelle Jim Logan, et qui est un petit peu comme Terry Lennox, c'est-à-dire qui est un gosse de riche, un peu anard, un peu déjanté, et qui, en fait, ce qui se passe tout de suite entre entre Logan et Corbucci, c'est un coup de foudre tout bête, et je raconte ce coup de foudre jusqu'à la mort de Logan 40 ans après. Mais tu expliques quand même qu'il est important de comprendre, je ne trouve plus la phrase exacte là pour le moment, que Corbucci aime ce personnage, à condition d'avoir parfaitement conscience de ce dont il est capable, ah oui, c'est-à-dire du pire. Du pire. Ben, ça commence très mal, parce que le jour où il le rencontre, Corbucci se retrouve en tôle à New York à cause de Terry Lennox, de James Logan, pardon, ils sont dans un bar, et dès que Logan voit arriver les flics, il dépose son petit paquet de cocaïne dans la poche de Corbucci, ce qui fait que Corbucci fait tout de suite connaissance, 1, avec les geôles américaines, 2, avec son copain. C'est-à-dire qu'il connaît exactement les limites que peut revêtir l'amitié, mais il est amoureux. Alors on ne va pas raconter toute l'histoire. Il y a quand même juste un détail aussi important, c'est que y a un gros chèque qui va parvenir à Corbucci. C'est la faute de Chandler. Voilà. Puisque dans le The Long Goodbye, il y a un chapitre qui commence par... Voilà. Ça commence par 3 jours après la... Non, alors pas la seule chose que j'ai changée, c'est les fêtes religieuses. Parce que si j'avais mis 3 jours après, je sais pas moi, The Pilgrim Day... Bon. Alors j'ai mis 3 jours après la Pentecôte, j'ai reçu un chèque de $100 000 tiré sur une banque de Las Vegas. Donc je suis obligé d'incorporer ça dans l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai progressé. C'est pour ça que je ne pouvais absolument pas avoir la moindre idée de ce qui allait se passer après. Parce qu'évidemment, je m'interdisais de regarder plus
plus de 2 chapitres à l'avance, parce que d'abord j'aurais pas retenu, et ensuite c'était triché. Donc le roman, c'est très drôle, parce que le roman c'est organisé comme ça, puisqu'il y a toute une partie du roman qui se passe actuellement, et toute une autre partie qui raconte la vieille histoire de Logan et de Corbucci. Qui va amener en France. Là, Corbucci va amener Logan en France, il va le faire participer à l'organisation. À l'organisation. Avec un O majuscule. Et ça, c'était ma deuxième envie, c'était que c'est presque de notoriété publique, si c'était pas vaniteux de dire ça, que j'ai appartenu dans ma jeunesse avec d'ailleurs Michel Lebris, à un groupe maoïste fameux, et que ce groupe s'est quand même signalé pendant des quelques années par des actions assez violentes, et qu'on a même été obligé de décider de se dissoudre au cours d'une assemblée. On a dit on continue et on remplace les manches de pioche et les coups de poing américains par des armes, on s'arrête. On s'est arrêté, heureusement. Mais c'est quand même quelque chose qui fait un choc, d'autant plus que c'est... Et je voulais raconter cette histoire, mais j'en avais un peu marre de l'avoir racontée du côté à la Olivier Rollin ou d'autres, du côté du soixantenaire désabusé qui regarde ça en disant comment j'ai pu être aussi con. Ce qui est un point de vue, évidemment. Et là, j'ai voulu la raconter du point de vue du sauvage qu'on était. C'est-à-dire que ça ne peut se comprendre, ce qu'on a fait quand on le revoit. On ne peut comprendre à 60 ans ce qu'on a fait à 20 ans que si véritablement on se remet dans la peau de ce qu'on était, de ce qu'on croyait à l'époque. Autrement, effectivement, ça n'a pas de sens. Et on est condamné au regret, et on est condamné à se dire, mais comment ai-je pu être aussi sot, aussi naïf, aussi bête? Donc j'ai tenu à raconter cette histoire du point de vue des jeunes gens de 22-23 ans qu'on était à l'époque. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a le regard de cet Américain qui va participer à cette aventure, lui, gosse de riche, etc., qui va militer avec vous. On a l'impression que lui, c'est une sorte de jeu, quoi. Je rejoins Jean. Lui, c'est un cow-boy, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il comprend pas que on n'aille pas plus loin, et il comprend pas que chacun se balade pas avec son flingue. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, dans l'Ouest, alors encore, ils sont tous armés, mais tous. Et qu'un jour, Thomas McGowan m'a expliqué la fameuse politesse qui règne dans les bars de l'Ouest, où effectivement personne ne rentre en hurlant « Hey you motherfucker !» Non, c'est parce que chaque consommateur est armé d'un flingue, et que si jamais quelqu'un s'avisait de faire ça, il prendrait tout simplement une balle dans la tête, et que ce serait réglé, et que généralement le shérif du coin fermerait les yeux, et que tout le monde fermerait les yeux. Donc lui, au bout d'un moment, ne comprend pas cette espèce d'hésitation à passer carrément aux armes, alors que effectivement chez le militant français c'est plus compliqué, et c'est une des choses qui continue à nous frapper et à me frapper chaque fois que je vais aux États-Unis. C'est vrai, le western, c'est que et en plus c'est notre fascination des États-Unis vient du western. C'est sûr que moi j'ai commencé à rêver d'Amérique lorsque j'ai commencé à rêver de John Wayne et de Starscoach, et effectivement c'est... Voilà, c'est un livre avec plein de choses, vous voyez, plein de strates, comme disait Patrick, et ça va nous amener tout naturellement à parler. C'est une très bonne transition. Oui, mais je voulais juste dire une chose avant de passer aux armes à feu. Il y a aussi il y a vraiment des moments très très drôles dans le livre, et franchement, quand vous attaquez, vous allez à l'entrée du Negresco pour faire une manifestation armée d'eux, je te laisse le dire. Je le dis. C'est authentique, c'est historique, armé de préservatifs, bourré de merde, qu'on avait soigneusement, alors on avait passé 2 jours à remplir les 10 préservatifs, je vous dis pas le gâchis, et voilà. Et des rats, mais effectivement on a lâché les rats sur la terrasse du Negresco, mais quand ils ont vu le boxon, les rats sont partis dans l'autre sens. Ce qui fait que les rats, ça a été loupé. Mais... les shrapnels odorants, c'était véritablement ça. Et brusquement, les gens du Negresco regardaient le ciel d'azur et se demandaient d'où pouvait tomber cette pluie quand même. Voilà, Retour au noir, Patrick Raynal. Donc c'est un livre paru chez Flammarion. Et on va passer donc à la tentation des armes à feu. Qui nous remercie sûrement de l'avoir fait passer en dernier, parce que c'est pas humain de le faire lever à 10h du matin pour participer à une rencontre littéraire. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, mais
il en a profité. Alors ce qui est très bien, je pense que les contraintes oulipiennes, ça parle à Patrick Deville. Il nous en parlera peut-être. Je ne sais pas où elles sont là-dedans, mais j'imagine qu'elles seront là quand même, parce que c'est une tradition chez Patrick Deville. L'avantage, c'est que j'ai trouvé un résumé de ce livre qui n'est pas résumable à l'intérieur du livre, donc j'en profite. Assis dans un bureau de la maison de la radio, devant une baie vitrée où le ciel rougit, un plateau où reposent nos tasses de thé, je lui parle d'un vague projet qui aborderait la tentation des armes à feu et la disparition par ces mêmes armes à feu d'un assez grand nombre de poètes russes venus trouver la mort au sud du Caucase. J'imagine relier ces coups de feu à l'image d'un homme debout sur le pas de la porte, à Montevideo, les revolvers le long des cuisses, et aussi au souvenir d'une femme aux longs cheveux noirs, à des images de vieux films, à quelques chansons populaires, à un livre d'Aldous Huxley que m'avait fait découvrir une chanteuse blonde hitchcockienne. Tout cela manquait de clarté, je n'en disconvenais pas. Manquait le MacGuffin de l'histoire. D'un autre côté, ça n'était pas un film, et là je trouve qu'il y a des rapprochements à faire avec Jean Rouault, et je n'étais pas venu non plus lui réclamer une avance. Donc il y a tout ça dans le livre. Hein. On n'est pas dans le Far West, enfin on est en Amérique, mais plutôt en Amérique du Sud, hein, pour prolonger pour Avida. On est dans le Far East par contre à un moment à Bakou, Patrick Deville. Oui, l'un des récits effectivement est latino-américain, le premier, mais c'est le cône sud, Uruguay, Argentine, Chili. Alors que pour Avida, c'était uniquement l'Amérique centrale. Sinon, ensuite, c'est plutôt sont les ex-républiques soviétiques du sud du Caucase. Mais je suis capable de résumer le livre, puisque je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai mis dedans. Mais je suis incapable d'en dire plus, parce qu'effectivement, je vois pas bien ce que c'est. C'est pas du tout de la coquetterie, mais en rassemblant ces textes et en faisant à partir de ces textes un roman, je me demandais vraiment ce que je faisais. Et donc j'ai cherché quand même des points, j'ai imposé une espèce d'architecture. Mais c'est vraiment celui-là, un petit livre qui s'est fait absolument tout seul. C'est un cadeau, c'est un livre sur la mémoire involontaire et sur l'absence de sujet. Et donc justement, le sujet, c'est l'absence de sujet. Et donc ce que Hitchcock appelait MacGuffin, en disant que justement les sujets finalement peu importe, on peut prendre n'importe quoi comme sujet, sauf que malheureusement on sait bien que ça n'est pas possible de ne pas avoir de sujet. Donc à un moment il faut s'en inventer un, même s'il a assez peu d'importance. Oui, c'est bien sûr, un prétexte aussi, une politesse, enfin c'est une... Et comment ça a démarré ? C'est la photo de cet homme avec deux pistolets, les bras ballants, ou est-ce que c'est cette quantité de poètes, Pouchkine, Lermontov, Byron, si on remonte un peu plus haut, Mayakovsky, Essénine, qui meurent avec des armes à feu ? Au départ, c'est un hasard, en effet. J'ai poussé la porte d'un antiquaire ou d'un brocanteur à Montevideo, en Uruguay, et j'ai vu une photographie. La photographie est dans le livre. C'est une photographie marquante parce que c'est un homme qui est en tenue de soirée, en costume de soirée, mais qui est torse nu sous sa veste de soirée et qui est debout sur le pas d'une porte avec un revolver. Voilà, bon, je sais pas la peine que je la décrive, mais et je ne savais pas du tout qui était cet homme. J'ai vu cette photographie qui m'avait un peu frappé, et 2 ans plus tard, alors que je ne mets jamais, mais oui, il se trouve que ce brocanteur jouxte un bar dont j'attendais l'ouverture, commerce dont je suis plus assidu que les brocanteurs. Et encore une fois, les bars à tango, ça ouvre assez tard, en fin d'après-midi, et je suis à nouveau entré chez ce brocanteur, je suis à nouveau tombé sur cette photographie qui donc depuis 2 ans pour le moins n'était pas vendue parce qu'il la vendait cher. Et donc là, je me suis renseigné pour savoir qui était cet homme. Et bon, il se trouve que donc la photographie est prise quelques instants avant qu'il ne se suicide devant chez lui. Et il se trouve que le photographe qui a pris cette image, Caruso, est un photographe très très connu en Uruguay et en Argentine, photographe
des tangueros, il a fait certaines des plus belles photographies de Carlos Gardel. Et donc là, j'ai acheté la photographie et je me suis renseigné, j'ai enquêté. Et donc ce brocanteur prétendait, à juste titre sans doute, avoir racheté après la mort de la veuve absolument tout ce qu'il y avait dans cette maison. Donc il était prêt à me vendre également des meubles, etc. Mais j'avais oublié pendant 2 ans l'existence de cette photographie. Donc c'est un peu la même chose. Ensuite, à Bakou, j'étais à Bakou pour toute autre chose. Et puis je suis tombé par hasard sur cette histoire des amours de Sergei Yesenin et d'Isadora Duncan. J'étais tombé un peu par hasard sur cette maison et cette histoire. Alors là aussi, on passe d'un monde à un autre. On peut comprendre comment fonctionne le livre avec cette phrase « Les déplacements dans l'espace ne sont rien. Seuls les allers-retours dans le temps sont vertigineux, qui nous procurent le sentiment de sa douce et redoutable relativité. » Ce disque qui m'a été offert hier, enfin vous racontez l'histoire d'un disque, vous racontez l'histoire de livres qui se trouvent dans une bibliothèque et puis qui se retrouvent après dans d'autres bibliothèques et ils ont une vie propre. Et vous amusez à faire le jeu des coïncidences réelles ou probables ou imaginées. Et c'est celles-ci qui font avancer le livre. Oui, c'est pour ça que je parlais de la mémoire involontaire. Effectivement, la mémoire involontaire, elle est plus forte avec le cinéma et la chanson populaire. Il est assez rare qu'on lise involontairement des livres. Alors que... Par hasard. Non. Alors que on a tous en tête des images de films. Enfin, c'est le texte sur Hitchcock, c'est ça, parce qu'en effet, on a tous des dizaines comme ça d'images. Donc j'avais vu un film il y a 30 ans d'Hitchcock sans savoir que c'était Hitchcock, sans savoir vraisemblablement à la télévision, des images capturées comme ça, parfois la nuit dans les chambres d'hôtel, etc. Et c'est impossible ensuite de s'enfiler la cinémathèque pour retrouver d'où viennent ces images qu'on a. Et quand des dizaines d'années après, on retombe sur ce film à nouveau, voilà, qu'on pensait n'avoir jamais vu, en se disant mais oui, voilà. Et donc, en pensant que c'était un film de série B en plus, réalisé par un réalisateur médiocre et inconnu. Oui, c'est un film d'espionnage. Enfin, en français, ça s'appelle Leto. C'est un film d'Hitchcock qui n'est pas très bon. Hitchcock lui-même, non seulement en convenait, mais enfin, c'est un film qu'il ne savait pas terminer, puisqu'il a fait... la meilleure fin, tout de même, était la première prévue, qui a été refusée par le studio. Il a non seulement tourné, mais monté et sonorisé 3 autres fins pour ce film. Et bon, ça se termine de toute façon toujours en queue de poisson. C'est pas un très bon film, mais bon, c'était un travail de commande. C'était le moment, de toute façon, où sa carrière commençait. Enfin, voilà, sa carrière était derrière lui. Et quand je l'ai revu pour la première fois en sachant que c'était un film d'Hitchcock, effectivement, ces images, je me suis dit que ces images, depuis des dizaines d'années, je les connaissais. De la même façon que les chansons populaires, voilà, il suffit d'entendre 3 notes. Moi, je l'ai dans la tête depuis que j'ai lu le livre. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Voilà. Alors là, je l'ai sans arrêt dans la tête depuis des jours. Là. Oui, puis on a envie de revoir Leto. Voilà. D'ailleurs, le livre de Jean Rouault se termine par un bal aussi et par une danse, parce qu'il y a des histoires de femmes dans tout ça quand même. Hein. Par un bal ? Une danse. Pas un bal, mais il y a une danse. Il a l'air surpris. Peut-être que tu as vu un bal là où il y en avait pas. Oui, j'avais envie de lire un bal, peut-être. C'est possible, ça peut arriver. C'est la balancelle qui me fait ça. Non, mais c'est comme Hitchcock, en fait, il y a 3 versions différentes. Ah voilà, j'avais pas la même fin. Voilà, le livre de Jean Rouault s'intitule L'imitation du bonheur. Il est paru chez Gallimard. Le livre de Patrick Raynal, Retour au noir, paru chez Flammarion. Le livre de Patrick Deville, La tentation des armes à feu, paru aux éditions du Seuil. Et puis celui de Jean Raspail, En canotte sur les chemins d'eau du roi, une aventure en Amérique, chez Albin Michel. Voilà de la lecture, de la bonne lecture. Ils iront signer leur livre, je pense, dans la journée sur les stands des libraires. En tout cas, je les remercie de s'être levés si tôt pour venir nous rejoindre. Et vous aussi d'ailleurs. Merci. Dans un instant, nous allons recevoir Stella Barouk, Chador Javan, Anna Moy et
Kang. E-Ya Kang, je crois, on prononce.